donc bien s'imposer comme un game changer, comme on dit ici. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour vos précisions. Niagale Bagayoko, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui va faire la différence demain? Est-ce que c'est le programme qui prime dans cette élection ou bien ce sont les invectives, les discours, les déplacements? Moi, je pense que c'est un troisième élément, à savoir des visions totalement opposées de la société et du devenir du vivre ensemble américain. On voit très clairement s'opposer d'un côté un ultralibéralisme sur le plan économique allié à un ultraconservatisme sur le plan sociétal et moral, à une vision qu'on qualifierait d'un point de vue économique plus social-démocrate en des termes européens et qui se veut beaucoup plus libérale en ce qui concerne les pratiques sociales, familiales, culturelles. Et à mon avis, c'est cet enjeu-là absolument crucial, aussi bien pour le devenir des États-Unis que pour la politique étrangère également qui sera menée, qui est en jeu dans ce scrutin-là. J'aimerais qu'on fasse un petit bilan des différents candidats. J'aimerais qu'on s'attarde sur l'immigration, Antoine. Par rapport à 2016, Trump a encore renforcé sa rhétorique anti-immigration. Il compte engager, ce sont ses mots, la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis. Cela concernerait 11 millions d'étrangers en situation irrégulière. Il n'a évidemment pas détaillé le financement de ces expulsions massives. En 2016, il avait promis un mur. On a vu le résultat. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça n'a pas été financé. Pourquoi les électeurs lui font encore confiance sur cette question de l'immigration ? Alors, on pourrait poser cette question sur beaucoup de points par rapport à Trump, tant il y a des choses un peu dingues qui sortent régulièrement. C'est une vraie question. Pourquoi ? Parce qu'il y a une véritable peur chez certaines personnes, dans une partie importante de la population, comme on peut le voir en France d'ailleurs, de l'étranger, de la différence. C'est l'électorat Zemmour, par exemple, en France, où c'est ça, où il faut de suite pointer du doigt les étrangers. Parmi ces 11 millions, il y a quand même 3 millions qui sont dans une situation en attente de régularisation, avec des démarches en cours. Il y a des gens qui sont nés, ou qui sont arrivés enfants aux États-Unis et qui doivent donc devenir américains ou pas. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis, c'est de toute façon, il parle quand même d'organiser des camps pour tous les regrouper, pour ensuite les expulser. Ça rappelle quand même des choses un petit peu terribles. Et puis, d'un point de vue tout simplement logistique, comment vous faites pour trouver 11 millions de personnes en situation irrégulière ? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de 11 millions de personnes qui passent la frontière dans un tunnel ou discrètement au fin fond de l'Arizona. Ce sont des gens qui, la plupart du temps, sont arrivés en toute légalité aux États-Unis pour travailler, sauf que quand leur permis a expiré, ne sont pas repartis au Mexique ou ailleurs. Et ces gens-là, il faut, ne serait-ce que d'un point de vue très pratique, pragmatique, aller les trouver. Comment vous faites pour tous les expulser du jour au lendemain ? Donc vous voyez, tout ça est un petit peu, il y a beaucoup de démagogie autour de ça, mais Donald Trump, il faut quand même se rappeler qu'il a financé plus de campagnes démocrates que républicaines dans sa vie d'homme d'affaires avant, mais il a vu que pour se faire se frayer un chemin au niveau politique, ce qui fonctionnait, c'était de jouer sur les peurs, c'était d'être dans l'affrontement verbal, et il va toujours plus loin là-dedans. On voit bien qu'il n'a pas de limite et que finalement, tout ce qui était complètement rédhibitoire dans certaines choses qu'il a pu dire à une époque, il n'y a pas si longtemps, il y a 15 ans, aujourd'hui, finalement, ça fait gagner des points. Donc, on va toujours plus loin dans cette rhétorique-là, et ça fonctionne dans une partie de l'électorat. Et c'est là où je vous rejoins, il y a vraiment deux visions totalement de plus en plus opposées de la société, de la démocratie, des États-Unis qui sont en train de s'opposer. Et c'est pour ça qu'on dit beaucoup que le résultat de cette élection, finalement, il va influencer les décennies qui viennent et pas seulement les 4 ans qui viennent aux États-Unis, mais j'ai envie de dire ailleurs, parce que ça suit un petit peu parfois. Si les États-Unis montrent que non, on peut mettre un coup d'arrêt à ça, peut-être que ça va dissuader certains en Europe, ou peut-être qu'au contraire, ça va les encourager. Mais même s'il perd, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a pas loin de la moitié de la population qui le soutient, et qui le soutient même dur comme fer. Si je peux juste ajouter quelque chose à propos de cette question migratoire, il y a quelque chose qui me paraît assez spécifique quand même aux États-Unis et on fait trop souvent, à mon avis, le parallèle avec l'Europe. C'est-à-dire que la question de l'identité ne se pose absolument pas dans les mêmes termes. En Europe, on voit très bien que c'est plutôt une immigration d'origine musulmane, arabe ou africaine qui est pointée du doigt comme étant un danger pour ces sociétés-là. En revanche, aux États-Unis, c'est très troublant parce que de qui parle-t-on ? On parle de migrants blancs
qui viennent d'Amérique latine, qui sont chrétiens. Alors, bien sûr, très souvent catholiques et non pas évangéliques ou non pas protestants, comme la majorité de ce qu'on appelle les WASP aux États-Unis. Mais ça pose une vraie question, moi, à laquelle je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui fait peur aux États-Unis ? Je pense que c'est beaucoup la question du déclassement et la peur du partage, sans doute, des richesses américaines, parce qu'il est quand même difficilement imaginable de considérer que des populations qui finalement ont un substrat commun, notamment religieux, même si évidemment il y a les variantes que j'ai rappelées, menacent la civilisation américaine véritablement. Et je pense qu'il y a un non-dit. C'est bien pour ça qu'on les présente avant tout comme des assassins, comme des violeurs, etc. dans la rhétorique de Trump. Mais il est très difficile de démontrer de manière rationnelle qu'ils sont un péril pour cette société. Et d'ailleurs, on n'a qu'à voir toutes les personnes qui ont réussi ou qui sont des vedettes aux États-Unis, que ce soit Jennifer Lopez, etc. Enfin, qui mettent l'accent aussi sur cette intégration qui a été la leur. Il me semble que le problème identitaire se pose de manière très différente avec ce à quoi on a affaire du côté de l'Europe. Vous parliez de l'immigration latino-américaine. Les latino-américains sont très souvent pris pour cible par Donald Trump, tout comme les afro-américains. Et pourtant, beaucoup d'entre eux, en tout cas, estiment avoir été abandonnés par Joe Biden et par Obama avant lui. Est-ce que ce vote, finalement, n'ira pas forcément vers les démocrates cette fois-ci ? C'est amusant de voir. On peut faire un parallèle avec l'électorat arabo-musulman qui en veut beaucoup aujourd'hui à l'administration Biden et donc aussi à Kamala Harris. Kamala Harris qui est allée à leur rencontre d'ailleurs il y a quelques jours. De ne pas aller suffisamment loin dans la condamnation d'Israël et de la mort de dizaines de milliers de civils palestiniens. Et pour certains, ils vont s'abstenir, mais pour certains, ils veulent faire payer l'administration, quitte à aller voter Trump. Mais Trump, qui est un soutien 1000 fois plus important d'Israël que ne l'est Joe Biden ou que ne l'est Kamala Harris. Donc il y a parfois une schizophrénie sur ces choses-là qui est un peu dingue. Et c'est vrai que le côté latino, ils ont beau ne pas être maghrébins ou noirs, disons les choses, et ce qui fait peur à certains Français, Allemands ou autres. Il y a un côté latino, il y a un côté où les hispanophones risquent d'être plus nombreux d'ailleurs que les anglophones à un moment donné aux États-Unis, qui fait peur à une partie de cette population. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur la linguistique et à ces communautés-là, au-delà des fantasmes qui sont brandis par notamment Trump et son électorat. Mais sur cette question migratoire, il faut aussi se souvenir que les résultats obtenus par Donald Trump, qui en avait déjà fait son principal cheval de bataille en 2016, avec la construction de ce fameux mur, avec ses arrestations, ses séparations d'enfants, de leurs parents, etc., n'a pas produit d'effet non plus. Et là, je suis très étonnée que ça n'ait pas été plus rappelé dans la campagne, mais sans doute parce que Kamala Harris, notamment, elle-même, qui était chargée de ce dossier migratoire, n'a pas non plus obtenu des résultats dont elle peut se prévaloir avec fierté, en réalité. Ils ont beaucoup de mal à savoir sur quel pied danser, l'administration Biden. Ils soufflent le chaud et le froid. On a bien vu rien que dans les mois précédents, parce qu'il y a eu plus d'interceptions à la frontière sous l'administration Biden que sous l'administration Trump, mais il y a eu plus d'entrées aussi aux États-Unis. Donc, du coup, c'est mis en défaveur de l'administration Biden, qui, à un moment donné, a durci fortement, il y a quelques mois, les conditions d'entrée, pour en même temps, finalement, en accueillir d'autres, parce que ça faisait scandale et que cette première décision avait été condamnée, y compris par l'ONU. Donc, on voit bien qu'ils ne savent pas par quel bout prendre ce dossier, alors que, du coup, du côté de Trump, c'est très clair, non, c'est dehors et on veut pas de vous et vous allez tous partir, vous êtes 11 millions, et vous serez 11 millions dehors, et c'est un petit peu comme une partie, c'est pas comparable parce qu'il n'y a pas les mêmes chiffres d'extrême droite dans les sondages, mais quand en France on avait très peur de l'immigration italienne ou portugaise qui était sans cesse pointée du doigt, qui pourtant nous ressemblait comme deux gouttes d'eau, mais c'est toujours facile un petit peu de mettre sur la responsabilité d'échecs de politique et d'échecs économiques sur une immigration, comme quand on a pu voir certains Syriens par exemple arriver en France, qui étaient quand même pas très nombreux, mais comme si ça allait nous effondrer l'économie française.
Antoine, c'est évidemment une élection qui est très scrutée à l'étranger. Beaucoup s'inquiètent d'un retour de Trump au pouvoir et de ses décisions concernant les conflits à Gaza ou encore au Moyen-Orient. Concrètement, sur la diplomatie, si on se projette dans 4 ans, qu'est-ce qu'il en est si Trump est réélu cette fois-ci ? Alors, je vais essayer de faire Monsieur Soleil. C'est pas si Quels pourraient évident être parce que ses premiers projets